Alors, aux négociations de paix sont directement liées des questions que, faute de temps, je vais simplement énumérer, mais qui seront des thèmes obligés dans les travaux de ce panel. D'abord, la thématique connue sous l'appellation DDR, démobilisation, désarmement, réintégration. Ce sont des questions qui occupent spécialement les experts, les organisations internationales, les ONG, et elles ont toujours de fortes implications et conséquences politiques, sociales et culturelles. Elles ne sont pas simplement techniques, bien entendu. Un autre domaine que l'Amérique latine partage avec l'Afrique notamment est celui de la justice transitionnelle. Umberto de la Calle, qui était le chef de la délégation du gouvernement colombien aux négociations avec les FARC, affirme que ça a été le point le plus épineux, le plus difficile, le plus long à négocier de tout ce qui était sur la table à La Havane. Autre thème, mentionnons les procès pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité, qui, dans les dernières décennies, ont concerné surtout, comme on sait, les Balkans et l'Afrique, mais il existe aussi des cas en Argentine, au Chili, en Colombie, au Guatemala, procès même de Ríos Montt. Parmi les acteurs institutionnels des processus de paix, une catégorie s'inscrit très directement dans la perspective de notre panel, celle des acteurs internationaux, transnationaux, les groupes d'États, les organismes des Nations Unies, les tribunaux internationaux, les églises, les ONG, des experts de diverses catégories et de différentes apparences institutionnelles. Le deuxième type que je voudrais dégager, c'est la sortie de la violence par la conflictualité sociale, par les acteurs sociaux. Alors, nous avons ici beaucoup travaillé, beaucoup d'entre nous, sur l'entrée et le développement des violences, des conflits armés, des guerres, du terrorisme, etc. En ce qui me concerne, j'en ai tiré en tout cas une conclusion qui me semble assez généralisable, c'est que les conflits armés ne sont pas le prolongement des conflits sociaux, contrairement à ce que pensaient beaucoup de gens dans les années 60-70. Ils en sont au contraire souvent une rupture et en retour, la violence détruit les mouvements sociaux. Alors la question est maintenant, peut-on sortir de la violence ou l'éviter par la voie du mouvement social ou culturel ? Alors, les expériences latino-américaines dessinent à ce sujet des figures variées que l'on pourrait tenter de classer selon qu'elles sont antérieures, contemporaines ou postérieures aux périodes de violence. Les mouvements qui se réclament expressément de la non-violence sont rares, sinon inexistants dans la région. En revanche, on y observe de multiples actions collectives concrètes de prévention, d'évitement, d'esquive, de contournement de la violence. Et les meilleurs exemples sont les mouvements indiens qui ont fleuri, qui sont développés, qui ont certainement été les principaux mouvements sociaux dans les dernières décennies en Amérique latine. Et ils se sont efforcés dans l'ensemble de ne pas entrer dans la logique de la lutte armée. Ils y sont parfois parvenus. Un deuxième cas de figure est constitué par les mobilisations de la société civile visant à contrer, à résister, à freiner, à enrayer un engrenage des violences déjà en marche, ou à s'y soustraire. Une illustration forte de ceci, la mobilisation massive à Mexico en janvier 1994, demandant l'arrêt des hostilités après le soulèvement zapatiste au Chiapas. Cette mobilisation massive a grandement contribué à stopper la répression et à infléchir l'insurrection armée dans le sens d'un mouvement civique. Autre dimension, les expériences latino-américaines de recomposition des conflits sociaux après les conflits armés illustre la difficulté de cette opération. Là où ont déferlé la terreur et les violences extrêmes, les mouvements sociaux ont le plus grand mal à renaître. Les politiques de terre brûlée ont eu des effets à long terme.
Le Guatemala et le Pérou en sont les meilleurs exemples, ou les pires si l'on veut. Parfois, il faut une ou plusieurs générations avant qu'émergent de nouveaux conflits, de nouveaux acteurs sociaux. Ça a été le cas avec le printemps chilien de 2011-2012. Le Chili, d'ailleurs, illustre assez bien une alternative à un dilemme récurrent qui est transition politique ou conflictualité sociale. Pour les tenants d'une sortie exclusivement politique, et nous en avons parmi nos amis, en particulier nos amis chiliens, la renaissance des conflits sociaux risque de mettre en péril la transition démocratique et de provoquer une rechute dans la violence. Une bonne partie des secteurs dirigeants et de la société chilienne a intégré le récit pinochetiste selon lequel ce sont les mobilisations de la période Allende qui ont provoqué en réaction le coup d'État et que le maintien de la démocratie et de la paix sociale exige de contenir, voire de réprimer les mouvements sociaux. Des lois et des décrets édictés sous la dictature ont continué ainsi à être utilisés par les gouvernements démocratiques contre les acteurs sociaux, contre les Indiens Mapuche, par exemple, notamment. Et c'est d'ailleurs contre cette situation, cette logique, et la logique qui la sous-tend, que s'est soulevée la jeunesse chilienne en 2011-2012.